La pleine lune de ce 1er mai, vendredi 1er mai 2026 à 7h23 heure de Paris. Alors je vais te donner un maximum de clés ici pour que tu puisses œuvrer concrètement dans ta vie. C'est ce qui m'intéresse puisque c'est le propos de l'astrologie initiatique. Je rappelle d'emblée que la lune est l'activatrice de toutes les forces du zodiaque. C'est elle qui contient le germe pour nous sur cette Terre. Si on habitait sur une autre planète, on dépendrait très certainement des satellites qui la régissent ou qui l'entourent. Pour nous, le satellite de la planète Terre, c'est la Lune. Et la Lune, c'est elle qui vient distribuer tout le lait cosmique à la planète Terre et puis à ses composants, ou en tout cas ceux qui vivent dessus, que sont les humains, les animaux, les végétaux. Et il n'y a qu'à observer l'effet qu'elle a sur le vivant pour se rendre compte que le vivant, c'est aussi nous. Nous ne sommes pas au cœur d'un monde, nous sommes des micro-mondes, nous sommes ce monde en miniature, chacun et chacune d'entre nous. Cette pleine lune est très importante puisqu'elle vient marquer une des fêtes les plus connues, en tout cas on va dire, alors je ne sais pas si c'est dans le monde bouddhiste, parce que moi j'ai connu ça dans le milieu de la théosophie, en tout cas celle d'Helena Blavatsky, etc., même si je m'en suis un peu éloigné après avec le temps, parce que c'était plus le courant à travers lequel je vibrais, mais la pleine lune du Vesak, il est dit que la vallée du Vesak existe, elle est au pied de l'Himalaya apparemment, donc on aurait cette vallée du Vesak dans laquelle les sages du monde se retrouveraient pour prier ensemble cette soirée-là, qui est unique dans l'année, puisqu'elle vient réunir à la fois les énergies christiques, donc de l'amour, et bouddhiques, de la connaissance. À mon sens, ici, on retrouve les deux piliers de l'arbre des séphirotes, de l'arbre de la Kabbale, qui est le pilier, justement, de la connaissance, et le pilier de la miséricorde, donc de l'amour, qui sont des expressions du divin. Le divin n'est pas que amour, puisqu'il suffit d'observer, de contempler le livre naturel, la révélation naturelle, c'est-à-dire la nature, pour voir qu'il y a de tout dedans. Toutes les expressions sont des expressions divines. Alors que nous, on les considère parfaites ou imparfaites, bonnes ou mauvaises, bien ou mal, selon nos considérations limitées humaines, ça ne regarde que nous. Mais n'empêche que si on observe le livre de la création qui est la nature, on se rend compte qu'elle est tout à la fois, et que nous sommes à cette image. Donc nous sommes à l'image de cette création, et donc c'est l'expression même de la création qui s'exprime à travers nous. Cette pleine lune du Vesak, elle a lieu systématiquement quand la lune est dans l'énergie Scorpion, qui est bien ici, en face du soleil dans le signe du Taureau. Alors, avant de basculer sur cette pleine lune, c'est important que je marque ce qui pour moi semble être le point majeur qui est activé pour cette pleine lune. C'est le passage quelques jours avant, entre le 26 et le 27 avril, de la planète Uranus dans le signe des Gémeaux. Cette planète met 84 ans à faire le tour du zodiaque, et donc c'est une fois tous les 84 ans à peu près qu'elle revient dans un signe, dans lequel, si on divise par 12, elle reste à peu près 7 ou 8 ans dans chaque signe. Depuis 2019, Uranus était dans le signe du Taureau. Alors à l'échelle humaine, c'était ce qui nous invitait. Alors Uranus, c'est une planète d'air, c'est la planète du Verseau, donc c'est une planète très surprenante. Elle représente la surprise, elle a été découverte à peu près en 1782 par Herschel. D'ailleurs, on voit bien le H de Herschel dans le glyphe même d'Uranus, si on voulait pouvoir le trouver. Et ça a été très surprenant. Déjà, quand elle a été découverte, ça a été une révolution scientifique, puisque la dernière planète connue, visible à l'œil nu, était Saturne. Saturne était la 7e dernière planète connue et visible à l'œil nu, et elle représentait le cadre visible de nos sens, de ce à quoi on était capable d'accéder en tant qu'humain. Et puis d'un coup, on découvre qu'une autre planète, au-delà du cadre du visible, au-delà de la structure, au-delà des lois de l'incarnation, il existe une autre planète. Avant qu'on découvre Neptune, avant qu'on découvre Pluton, etc. Et très certainement qu'on en découvrira d'autres. Mais Uranus a donc symbolisé, déjà c'était révolutionnaire, et donc elle symbolise la révolution, et quelques années après, on a toutes les plus grandes révolutions du monde qui se manifestent, à commencer par la Révolution française en 1789, mais, à commencer, non, on a eu la Révolution américaine aussi, mais Uranus, c'est aussi l'une des planètes qui va se dire « Ah, toutes les planètes tournent dans un sens, et moi je vais tourner dans l'autre sens ».
ah, toutes les planètes tournent dans leur axe vertical, debout en fait, sur leur axe vertical, ben moi je vais tourner couché. Et donc, Uranus ne fait rien comme les autres. Elle est rebelle par excellence. Elle est libre. Elle recherche ce côté rebelle, alternatif, mais peut-être un peu marginal, parce que du coup, elle est hors cadre, hors système. Quand Uranus a transité, transit veut dire passage, lorsqu'elle est passée dans le signe du Taureau depuis 2019 jusqu'à là, 26-27 avril, ça a été une révolution dans tout ce que représente le monde du Taureau. Alors pourquoi pas en lien avec le fait de libérer les consciences par rapport à la condition animale, ne serait-ce qu'un peu plus. Et je pense que ça a œuvré là-dedans, hein, parce qu'il y a eu de travail de certaines associations qui ont fait un travail exceptionnel pour dénoncer certaines choses, pour mettre en lumière. Uranus libère ce qui est caché. Et elle n'est pas anodine, cette planète, parce qu'il se trouve qu'elle est dite exaltée. Elle est chez elle quand elle est dans le signe du Verseau, mais il y a un signe dans lequel elle est encore mieux que chez elle. Elle est sublimée, et ben c'est le signe du Scorpion, le signe de cette pleine lune. Donc tu vois qu'on commence à raccrocher les wagons un petit peu. Il y a toujours une logique implacable, une œuvre divine incroyable dans l'œuvre du ciel, dans ce qu'on appelle le grand architecte de l'univers, le divin, donc Dieu en fait. Et Uranus, qui vient de passer dans le signe des Gémeaux, pendant qu'elle était dans le signe du Taureau, elle a œuvré aussi bien aussi dans l'agriculture, hein, ça a amené une rébellion, il n'y a qu'à regarder, juste avant qu'elle quitte le signe du Taureau, toutes les obligations vaccinales qu'il y a pu y avoir, tout ce qu'il y a eu avec les agriculteurs ces derniers mois, avec le Mercosur et tout ce bazar. Moi, je ne rentre pas dans des considérations politiques ici, quoique je pourrais. Hein. En tout cas, Uranus implique à se rebeller. Donc forcément, il faut bien qu'il y ait quelque chose face auquel on a à se rebeller pour qu'il puisse y avoir une rébellion. Et donc le monde du Taureau, c'est ce qui va être fixé, figé. C'est le fait de libérer ce qui était trop figé, trop fixé, trop stabilisé, trop routinier, trop inscrit et qui empêchait le mouvement. Uranus n'affectionne pas forcément particulièrement le signe du Taureau, qui est le signe le plus fixe. Quand je dis il l'affectionne pas, c'est pas là où il est le plus expressif, Uranus. Mais n'empêche qu'il va se démener pour libérer ce qui est trop fixé, ce qui est trop stagnant. Mais ça, c'est que depuis 2019, ça nous invitait aussi à libérer ce qui nous maintenait trop bloqués. Mais aussi de nous libérer des places qui nous empêchaient d'exprimer notre véritable nature. Donc d'observer à l'intérieur de soi qu'est-ce qui était trop figé pour s'en libérer, de se libérer, pourquoi pas, des vieilles identités égotiques qui avaient pris place à l'intérieur de nous, de s'en libérer. Et il n'y a qu'à observer. Observe depuis 2019 ce qui a changé en toi, ce qui s'est libéré en toi, pour que tu puisses œuvrer encore plus. Et si ça n'a pas été fait, c'est pas grave, ça va s'exprimer autrement. Chacun avance en conscience selon ce qu'on peut avancer aussi. Mais tout ça pour dire que à partir du moment où Uranus est passé en Gémeaux, il est activé par cette pleine lune qui, elle, nous distribue, elle libère l'énergie. La phase de pleine lune, c'est que la lune est pleinement éclairée par le soleil ici, qui se trouve pile poil en face. C'est pour ça qu'elle est toute ronde et toute blanche et qu'on peut l'observer aussi pleinement. C'est parce que elle est irradiée par la lumière spirituelle du soleil et nous en sommes abreuvés. Autant si on veut regarder le soleil, ça va nous brûler les yeux. Pourtant, le soleil est le représentant du divin. Et il nous faut pour ça passer par son intermédiaire, qui est la lune, qui est le monde de l'âme, pour pouvoir y passer. Tiens, on est dans l'ésotérisme chrétien ici. Pourquoi ? Parce que la lune représente la Vierge Marie. Alors, je t'invite à rejoindre l'école Initio sur les cours en ligne, de l'école en ligne, dans laquelle tu auras accès à plein de cours sur l'ésotérisme chrétien et sur lequel j'aborde ce sujet-là. Et bien, il se trouve que le mois de mai, dans lequel on rentre pour cette pleine lune, est le mois marial. Alors là, j'ai fait une bêtise, voilà, c'est bon. Et le mois marial, le 1er mai, on rentre dans le mois marial, le mois de mai. Et il se trouve que, d'ailleurs, j'ai vu que c'était aussi la fête d'un saint, j'ai oublié, Joseph, Saint Joseph, qui représente aussi une particularité dans notre trame intérieure. Il représente quelque chose, mais le soleil, l'esprit, le divin, on peut y avoir accès que par le biais de l'âme.
Et donc, cette âme-là, qui s'active avec une nouvelle fonctionnalité, on va dire, dans l'interface de la réalité dans laquelle on vit, qui est que Uranus vient passer dans le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux étant le signe de la communication, le signe des communications, le signe de tout ce qui nous permet de nous transporter, donc les véhicules, les transports en commun, etc. Mais le monde des Gémeaux, c'est aussi tout ce qui va parler du marché, du marketing, tout ce qui va parler des échanges, du commerce. Le monde des Gémeaux, c'est tout ce qui va parler du jeu, de la légèreté. Mais attention, le monde des Gémeaux, c'est aussi gouverné par Mercure qui, quand il est dans son côté négatif, c'est le monde c'est les médias aussi, hein. C'est le journalisme, le monde médiatique. C'est le médiateur des dieux, le messager des dieux. C'est le monde des messages qui circulent. Mais dans son côté négatif, Mercure est aussi le dieu des voleurs, des menteurs, des manipulateurs, de ceux qui trahissent, etc. Donc Uranus qui rentre et qui est activé pour cette pleine lune dans le signe des Gémeaux, va venir activer tout ce que représente le monde des Gémeaux. Donc il faut s'attendre pour les 7-8 ans à venir à des révolutions incroyables en termes de communication, en termes de transport, de nouvelles technologies. Bon, bah là on voit bien, hein, ça, alors c'est le monde du mental, hein, et on voit bien que l'intelligence artificielle, qui n'est que pure mentale, c'est la raison résonante par excellence. Il n'y a pas d'intuition ni de créativité, c'est juste de l'analytique. Donc c'est le monde intellectuel, c'est l'analytique. Révolution du monde analytique, mais attention à ce que cette fonctionnalité-là ne nous enferme pas dans le mental froid, éloigné de la sensibilité du vivant qu'on pouvait avoir dans le monde du taureau. Là, on va être c'est la libération de la sphère mentale. Mais c'est aussi de la compréhension des choses. Alors, c'est de l'information qui va être révélée dans tous les sens. Le temps des révélations s'active encore plus parce que il y a ce qu'on appelle un trigone, un échange d'énergie qui se produit entre Uranus dans le signe des Gémeaux, signe d'air, et Pluton dans le signe du Verseau. Il y a un jeu de force entre les deux, surtout que Uranus est le propriétaire du monde du Verseau, et chez lui, il a Pluton, la planète de la transformation, donc il va profiter de cette énergie pour amener des révélations ou des dévoilements. Je préfère ce mot dévoilement, les voiles qui se soulèvent. Mais sommes-nous prêts ? C'est bien beau de demander la vérité, mais est-ce qu'on est prêt à la regarder ? C'est trop difficile de voir la vérité en face. C'est trop difficile, on est chamboulé dans nos structures. C'est trop violent, il n'y a qu'à regarder ce que les humains ont fait à Jésus, par exemple, il y a un peu plus de 2000 ans. On l'a crucifié pour ça. Parce que c'était trop dur à voir cette réalité, la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'être libre ? Parfois, on préfère rester endormi et bien installé dans notre confort de ce qu'on sait de la réalité, parce que la vérité, elle est trop dure à voir. C'est beaucoup trop violent, ça remettrait tellement de choses en question. Mais est-ce qu'on est prêt à ça ? Donc cette coupe-là se prépare. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à accepter le changement, la vérité qui rend libre ? Et la liberté, on est prêt à dire oui, on veut la liberté, mais attention, elle a un prix, cette vérité. Elle a un prix, c'est de mourir à ce que nous étions, c'est-à-dire aux perceptions qu'on avait, de mourir à notre confort identitaire, et c'est là où le Scorpion rentre en jeu. Donc avant de basculer sur l'énergie du Scorpion, considérons bien que s'active à présent le temps des révélations. Ce qui pouvait être bloqué dans le monde du Taureau va être totalement mis en liberté dans le monde des Gémeaux. Et donc ça demande à se préparer à ça. Et pas au niveau mental, mais dans une mise à disposition de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste en nous. C'est aussi à titre individuel de libérer la capacité de communication, de vraiment s'exprimer en esprit et en vérité le plus authentiquement possible, et de libérer notre capacité à nous mettre en mouvement. Attention, c'est de nous libérer de ce qui nous divise. Pourquoi ce qui nous divise ? Il n'y a qu'à observer le glyphe des Gémeaux. Il est double, il est divisé. Là où le signe du Sagittaire en face est un, il est unifié. Donc dans le signe des Gémeaux, ce qui est libéré, ça peut être aussi la division. Mais donc plutôt que de subir la division, l'objectif, la division à cause du mental. Le mental menteur, c'est le signe du mental, les Gémeaux. Je ne dis pas que le mental est l'ennemi, mais il est un outil. Et là où on est divisé par le mental menteur, diabolos,
en grec, veut dire le diviseur. Donc le diable, c'est celui qui divise, qui divise. Donc l'énergie diabolique, c'est celle qui passe par notre mental pour nous diviser. Et il n'y a qu'à observer ce que font les médias. On est bien dans le monde des Gémeaux. Et là, tu vois à quel point l'analogie spirituelle et philosophique du zodiaque, elle est incroyable. On peut comprendre beaucoup de choses grâce à ça. C'est la promesse ici, c'est d'intégrer le monde du Sagittaire. Ce qui nous divise, on est invité à l'unifier dans notre cœur. Et pour ça, il faut quitter le monde des mots, M-O-T-S, mais aussi M-A-U-X. Parce que les mots, parfois, créent beaucoup de mots M-A-U-X, et ils nous empêchent de rentrer dans le Sagittaire où il s'agit de se taire, pour que œuvre en nous la quintessence de ce qu'on est appelé à vivre. Et je pense sincèrement que sur cette terre, aucune paix universelle ne pourra être intégrée tant qu'on n'aura pas rétabli cette paix à l'intérieur de nous à travers toutes les traditions spirituelles du monde. Un des plus grands mâles, c'est justement de nous diviser spirituellement, parce que nous sommes un en fait. Et ça rejoint ce que j'ai vécu d'ailleurs dans le désert. Au moment où je fais cette vidéo de pleine lune, je reviens du désert dans lequel j'ai plongé au cœur de la spiritualité soufie, au cœur d'une confrérie soufie, et ça a été incroyable ce que j'ai vécu, parce que on m'a fait toucher aussi une dimension totalement universelle de la tradition primordiale qui nous relie tous, et je pense que chaque tradition du monde est vraiment l'expression, une expression parmi d'autres, de la vérité ultime, du divin. Et nous, on s'amuse à se battre autour du cercle pour se convaincre que c'est nous qui détenons la vérité, alors qu'en fait, ça n'a aucun sens. L'objectif étant de créer cette Jérusalem céleste à l'intérieur de nous. Et je t'invite d'ailleurs, il y a un cours qui a été créé, il vient de sortir là, aujourd'hui, je l'ai finalisé aujourd'hui en tout cas, il dure 1h45 et tu y as accès et ça s'appelle « Conquérir ta Jérusalem céleste », dans lequel j'offre beaucoup de clés en lien avec la chevalerie spirituelle, et je pense que la chevalerie spirituelle est une réponse, une des réponses en tout cas à ce qu'on peut accomplir pour cette terre et pour cette humanité, déjà en nous et aussi à l'extérieur de nous. Et c'est là où j'en arrive à l'énergie du scorpion. Le scorpion qui est mal aimé, et à tort, parce que c'est une énergie de sublimation, d'alchimisation, qui implique les 3 œuvres alchimiques, qui sont l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge, dont je parle dans ce cours d'1h45 dont je viens de te parler. Et tu pourras y trouver le lien juste en dessous de cette vidéo si tu veux y accéder. La pleine lune du Vesak, elle invite à laisser mourir certaines choses. Et la mort est un sujet majeur, parce que je ne pense pas qu'on puisse accéder à une spiritualité épanouie tant qu'on n'a pas traité le sujet de la mort. Et toutes les traditions, d'ailleurs, ça me rappelle que tous les matins dans le désert, quand on allait à la prière, il y avait une pratique, que je ne révélerai pas ici, mais il y avait une pratique qui faisait qu'on entrait en contact avec la mort, très concrètement, et c'est pas pour rien que dans toutes les traditions initiatiques, il y a ce contact avec la mort. Vaincre la peur de la mort, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus peur, mais de la confronter. On a tendance à opposer la vie et la mort, alors qu'en fait, la vie, c'est ce qu'on appelle la mort. Et la mort, c'est ce qu'on appelle la vie. C'est ce processus-là. On voudrait se faire croire que la vie, d'ailleurs, qui est représentée par l'axe taureau-scorpion, que le taureau, c'est la vie et le scorpion, c'est la mort. Il n'y a rien de plus faux que ça. Et ça, c'est une croyance erronée, à mon sens. C'est que la vie, c'est l'axe taureau-scorpion qui inclut le processus de création et le processus, en tout cas, qui implique le processus de construction de la vie et le processus de destruction de la vie. La vie, qui est la création, elle a besoin de ces 2 pôles, qui est la structuration de la vie et la destruction. Si la mort n'existait pas, tout serait figé. C'est-à-dire, il y aurait des cadavres partout d'ailleurs, parce que les choses ne rentreraient pas en putréfaction pour se transformer. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et bien ça, c'est l'œuvre du scorpion qui est mal aimé. On voudrait vaincre la mort. Mais ça n'a aucun sens, parce que vaincre la mort, en tout cas au sens où nous on l'entend, nous humains, vaincre la mort dans le sens, on veut trouver des remèdes scientifiques anti-vieillissement pour accéder à l'immortalité et avoir vaincu la mort, mais vaincre la mort, c'est vaincre la vie en fait. Et à quoi ça nous servirait si nous ne sommes pas sublimés spirituellement?
il y a une mort qui est vaincue. Jésus a vaincu la mort, mais je t'invite à réfléchir à ce qu'implique vraiment vaincre la mort. Il n'a même pas vécu la mort, il a vaincu la seconde mort. Et bien là, ça c'est une piste initiatique que je te donne ici, et que je t'invite à d'ailleurs aller trouver sur l'école en ligne Initio, si tu veux quelques réponses à ce sujet, ou de faire tes recherches ailleurs. Il n'y a pas que moi qui traite le sujet. Je t'invite à aller chercher, en tout cas, qu'est-ce que représente cette seconde mort, le fait de vaincre la seconde mort. Le scorpion nous invite à confronter la mort, parce que tant qu'on n'a pas confronté, on ne confronte pas la vie. Si je crains la mort, je crains la vie, puisque c'est la même chose. Et dans la tradition initiatique, il y a même ce qu'on appelle les memento mori. Le memento mori, c'est un crâne qui est posé sur la table ou sur un bureau, qui fait qu'à chaque fois qu'on va passer devant, on va voir ce crâne, memento mori. C'est la mémoire de la mort. Donc à chaque fois qu'on va croiser ce crâne, c'est comme s'il nous disait « Rappelle-toi que tu vas mourir, souviens-toi que tu vas mourir ». Parce que sinon, on rentre dans une toute-puissance, on occulte ça, et ça vient influencer nos choix, quoi qu'on en dise. Le fait de renier la mort, ça nous empêche de faire des choix justes dans notre vie et de nous rappeler l'essentiel, l'essence du ciel. Quelle est cette essence du ciel? À mon sens, c'est le pacte qu'on a fait avec le divin avant de venir sur cette terre. Et ce pacte est révélé par ta carte astrologique de naissance, le pacte divin. Qu'est-ce que je suis venu accomplir et amener à ce monde? Donc l'énergie du Scorpion nous invite pour cette pleine lune à se questionner. Qu'est-ce que j'ai à laisser mourir des vieilles identités en moi pour pouvoir accéder à cette nouvelle circulation d'énergie, pour accueillir une nouvelle information, pour que je puisse passer à l'action, mais dans une action beaucoup plus alignée avec ce que je suis devenu. Alors il y a une action, il y a un processus qui se fait. Ce processus, je t'invite à le vivre pour cette pleine lune et à respirer là-dedans. La libération de la respiration, ça c'est le monde des Gémeaux aussi, à respirer dans ce processus pour qu'il te fasse. Je me laisse transmuter, je me laisse faire par le processus, plutôt que de rentrer en résistance. Et une fois que l'axe s'est rétabli, eh ben, il y a un nouvel apport spirituel qui peut être donné, surtout dans une année où Jupiter est dans le signe du Cancer, exalté, sublimé, et on voit qu'il mélange son énergie, c'est ce qu'on appelle un trigone. Jupiter mélange son énergie, ici, avec cette lune, cette pleine lune, dans le signe du Scorpion. Alors attention, certains astrologues occidentaux me diront « mais non, ils ne sont pas en trigone, etc. » Bon, déjà, les degrés d'écart, il y a une orbe, un rayonnement, mais à partir du moment où les deux sont dans un signe d'eau, c'est qu'ils sont déjà en train de se faire écho. Donc il y a bien un trigone, un mélange d'énergie constructif entre Jupiter, une abondance de sensibilité, et aussi de spiritualité, puisque Jupiter est gourou, c'est le nom qu'on lui donne en Inde, le maître, avec la Lune. Donc quel est l'enseignement spirituel qui peut me permettre d'accéder à la transformation de mon âme? Attention, ici, la Lune est dite en chute dans le signe du Scorpion. Ça veut dire qu'elle est dans le signe le plus difficile dans lequel elle puisse se trouver. L'âme qui a tellement besoin de sécurité et de stabilité, elle le trouve très bien dans le signe du Taureau, là où elle est exaltée, mais dans le signe du Scorpion, elle est en PLS, quoi. elle est dans quelque chose de très insécurisé. Donc là, c'est pas agréable ce qu'on est en train de vivre intérieurement. C'est quelque chose qui appelle à une transformation. Et transformation, c'est aller au-delà de la forme. Au-delà de la forme que je me donne, à laquelle je m'identifie. Donc moi, le conseil que je donne, cette semaine, c'est de se laisser faire. C'est justement d'être dans une prière, dans quelque chose où on se relie et on se laisse faire par le processus, tout en demandant ce qu'on veut atteindre. Le soleil est bien dans le signe du Taureau. Atteindre une nouvelle place, pourquoi pas? Une place qui est beaucoup plus en lien avec ce que je viens transmettre de mes dons et mes talents, le message que je viens donner à ce monde, de par qui je suis, de par ce que je suis, et de par ce que j'œuvre en fait. Et la planète qui gouverne le Scorpion, c'est la star de cette pleine lune, c'est le Mars, qui est aussi chez lui dans le signe du Bélier. Donc attention, ça peut être un peu violent tout ça, mais c'est quand même contenu par Saturne, qui est juste à côté et qui retient, qui veille à ce que Mars ne déborde pas. Alors, pour l'instant, c'est contenu par, si on peut regarder le monde extérieur, les conflits armés, de guerre, etc. C'est retenu par Saturne, tant mieux.
Mais n'empêche qu'il nous invite à non pas à frustrer Mars, mais à lui donner un cadre d'expression pour maîtriser cette énergie. Comment on peut maîtriser Mars? Maîtriser Mars, c'est renouer avec le masculin, enfin l'énergie masculine, c'est-à-dire le pouvoir de l'action, de l'instinct agressif. Agressif ne veut pas dire forcément violent, le fait de passer à l'action, ça demande de mettre en mouvement vers l'extérieur un désir, un besoin. Donc c'est une pleine lune d'action, hein, mais d'action maîtrisée par Saturne, d'action stratégique. Saturne déteste gaspiller son énergie, Mars demande que ça, d'utiliser son énergie, tellement qu'il est trop impulsif. Donc cette lune n'est pas une lune d'impulsivité, mais de mûrissement stratégique. Et il y a un vieil adage, un très grand enseignement pilier dans le monde des arts martiaux, qui est minimum d'effort pour maximum d'efficacité. Minimum d'effort, maximum d'efficacité, c'est comment je vais réussir à utiliser une seule action au service de quelque chose de transcendant dans ma vie. Donc je démultiplie pas les actions de n'importe comment, ce qui pourrait être le cas d'un Mars en Bélier, avec trop de précipitation. Mais Saturne va dire non, je te demande de mûrir ton action. À chaque fois que je vais faire quelque chose, est-ce que ça en vaut le coup? Pour cette pleine lune, s'il y a des actions à mener cette semaine, mûrissons la sagesse de nos actions, c'est ça le propre de Saturne, pour pouvoir se renouveler. Uranus, passer dans le monde des Gémeaux. Il y a la libération d'un message, il y a quelque chose qui va passer très certainement par notre intellect. Et pour ça, il faut se rendre disponible. Voilà, c'était ce que je voulais te partager. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire pour cette pleine lune, mais c'est déjà bien suffisant parce qu'il y a des choses qui vont mûrir en toi. Pour moi, la réceptivité du processus est peut-être le mot d'ordre en quelque sorte de cette pleine lune que je te souhaite lumineuse et spirituelle en tout cas, c'est-à-dire reliée aux forces spirituelles. Si tu souhaites rejoindre la formation Astro Dojo niveau 1 et niveau 2, elle ne s'ouvre maintenant, les portes du temple ne s'ouvrent que à la pleine lune, c'est-à-dire maintenant. Donc tu as accès au niveau 1 si tu veux commencer, démarrer la formation en astrologie, ou au niveau 2 si tu veux approfondir tes connaissances et venir déstructurer les choses pour accéder à une forme de maîtrise. Alors le niveau 2 est assez dense, le niveau 1 te donne toutes les bases pour lire une carte. Et l'école en ligne dans laquelle beaucoup de cours et d'enseignements te sont proposés, si tu souhaites une lecture de ta carte astrologique, c'est aussi possible et tu retrouveras tous les liens sous cette vidéo. Je te souhaite une magnifique pleine lune et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.